Je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. J'étais anxieux, stressé de l'avenir. Est-ce que tu sais pointer du doigt l'origine de cette anxiété? C'est malheureusement la même pour beaucoup de lycéens et de collégiens. C'est qu'on nous apprend pas à nous connaître. Je n'avais pas d'entrepreneur à côté de moi et ma référence, c'était le film sur l'histoire de Facebook. Dans ce film, ce qui est décrit, c'est la start-up, quoi. J'étais vraiment convaincu que c'était ça le chemin à suivre et je me suis rendu compte que c'était pas ma vision de la réussite. Ça fait partie des 5 regrets les plus fréquents des personnes en fin de vie, c'est d'avoir trop bossé. Mais moi, j'ai quasiment jamais entendu parler de la retraite des indépendants, de la retraite des micro-entrepreneurs. C'est un statut qui est très précaire, très peu de couverture sociale et pas de retraite. Il faut absolument écouter son corps. Le burn-out, d'ailleurs, c'est un moment où le corps te dit stop, c'est un moment où le corps te dit là, j'en peux plus. Quand on est à son compte, on peut avoir tendance à bosser énormément en se disant il faut que je charbonne, et en fait à se coucher sur les barbelés pour pouvoir laisser passer la progression de son entreprise. En fait, tu tombes dans un trou duquel il est difficile de ressortir. Bonjour à tous et bienvenue sur Spartacus, et aujourd'hui j'ai le grand plaisir, je suis ravi de recevoir Alexandre Dana, qui est un des fondateurs de Live Mentor et auteur de 2 bouquins, si vous nous regardez, La méthode Live Mentor et également Entreprendre et surtout être heureux. Salut Alexandre et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, écoute, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et hâte d'avoir cette conversation avec toi. Et ce que vous savez pas, c'est que Alexandre est déjà un garçon très spontané, puisqu'on lui a envoyé l'invitation il y a seulement quelques jours et on enregistre vraiment 2-3 jours après que l'équipe l'ait contacté. Donc c'est une belle qualité. Déjà, on peut dire qu'Alexandre est quelqu'un de spontané. Tu sais, moi, c'est Xavier Niel qui m'a vraiment inspiré là-dessus. Donc, fondateur de Free, un des entrepreneurs les plus occupés qui puissent exister en France. Je lui ai écrit 3 fois dans ma vie et à chaque fois, il m'a répondu en quelques minutes. Je sais pas comment il fait, mais je suis pas le seul à avoir vécu ça avec Xavier Niel. Et donc, cette capacité à vraiment répondre vite, s'engager, décider vite, je trouve que c'est une belle qualité quand on entreprend et puis quand on est en lien avec l'autre, parce qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer un message et puis d'attendre pendant des semaines, des mois la réponse. Voilà. C'est vrai que c'est pénible. Alors, j'avais pas du tout prévu d'aller dans ce sens-là, puisque tu as ouvert cette porte. Pourquoi t'as contacté Xavier Niel, si c'est pas indiscret, bien sûr? Non, c'est pas du tout indiscret. En fait, Live Mentor, c'est un vieux projet et puis une vieille entreprise maintenant. Donc, là, il faut remonter un peu dans le temps pour mon premier contact avec Xavier Niel. C'était en 2013. À l'époque, j'ai créé juridiquement Live Mentor depuis 1 an, 2012. Je travaille sur le projet depuis 2010. Donc, voilà, on enregistre ce podcast en 2024. Ça fait 14 ans. Et donc, 1 an après la création juridique de Live Mentor, je vois que Xavier Niel organise un concours qui s'appelle les 101 projets, où il propose de donner 25 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, ou alors 10 000 euros, je sais plus, mais à 25 projets, ou à 101 projets montés par des jeunes de moins de 25 ans. Voilà, c'est ça l'histoire. 101 projets, des jeunes de moins de 25 ans, et je crois que la somme c'était 10 000 euros, je suis quasiment sûr. Et on gagne ce projet, et donc je lui ai écrit une première fois pour le remercier. C'était pas lui qui gérait le projet, mais c'était son argent. Et donc je l'appelle, je l'appelle pas, j'ai pas son numéro de téléphone, mais je lui ai écrit pour le remercier, je lui ai écrit pour lui présenter un peu ce qu'on fait, et puis il a répondu tout de suite. Et je lui ai écrit quelques années plus tard pour un investissement éventuel dans la boîte, de sa part en direct cette fois. Je lui ai écrit une dernière fois pour un potentiel partenariat avec l'école 42 qu'il avait montée, une école de développement informatique. Voilà, c'est un mec à cet égard vraiment admirable. Ok. Et justement, donc tu parles de Live Mentor. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots pour les personnes qui justement connaîtraient pas ton entreprise, juste resituer dans quel domaine d'activité tu te situes? Oui, donc Live Mentor, c'est un organisme de formation pour un seul type d'élèves, les créateurs et les créatrices d'entreprises. Donc on est un organisme de formation 100% dédié
aux personnes qui veulent se lancer, qui veulent se mettre à leur compte, des freelances, des artisans, des commerçants, des restaurateurs, des thérapeutes. Et on aide ces personnes à passer du stade de l'idée au stade de la rentabilité. On a créé au fil des années un catalogue de formations en ligne. Aujourd'hui, il y a une trentaine de formations en ligne disponibles sur Live Mentor, une formation pour apprendre à développer tel ou tel réseau social, une formation plus généraliste sur le marketing, une formation à la vente, une formation au business plan, toutes les compétences essentielles quand on se met à son compte, des compétences qu'on n'apprend pas à l'école, qui s'apprennent sur le terrain. Toutes ces formations durent entre 3 et 6 mois. Elles reposent toutes sur l'accompagnement par un entrepreneur, mentor dans nos formations. Et donc aujourd'hui, Live Mentor, c'est une entreprise d'une centaine de salariés avec 150 mentors en freelance qui ont accompagné plus de 27 000 personnes dans nos formations depuis la toute première formation en ligne de Live Mentor qui est sortie en 2016. Live Mentor, c'est aussi un média avec donc les 2 livres dont tu as parlé, 4 newsletters, Boussole, le vendredi des possibles, Mission reconversion et des contenus surtout des créateurs. On a au total 250 000 personnes qui suivent ces différentes newsletters. Et puis ce média, c'est aussi un magazine papier avec Odyssée, qui est un magazine de développement personnel pour des personnes qui sont entrepreneurs, un magazine qui sort tous les 2 mois et qui est envoyé dans les boîtes aux lettres de ses abonnés. Félicitations pour tout ça parce que ça fait du boulot. C'est vraiment du boulot. Et pour être client, pour le coup, chez Live Mentor, je peux vous dire que les formations sont de qualité. Pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à lancer cette entreprise-là? Alors, il y a eu une succession un peu d'événements. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 19 ans, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. J'étais anxieux, j'étais stressé de l'avenir, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier et j'ai commencé à donner des cours particuliers, des cours de soutien scolaire pour payer mes études. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai adoré cette expérience et que pour la première fois, je me suis trouvé dans une situation en fait d'ikigai. Hein. L'ikigai, c'est ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on est doué et ce pourquoi on peut être payé. Un terme japonais euh, vient en fait de l'île d'Okinawa au Japon où les personnes, la longévité est très élevée par rapport à la moyenne et quand on a étudié les causes de cette longévité à Okinawa, il y a ce sens d'ikigai qui est très présent. Donc je me rends compte que les personnes à qui je donne cours en ont besoin, que j'aime ça, que je suis plutôt doué en pédagogie et puis en plus on me paye pour ça donc je peux en vivre. Et ça pour moi c'est une libération exceptionnelle parce que j'avais vraiment peur de pas pouvoir payer mon loyer, j'avais peur de faire un métier que j'allais détester, j'avais peur que ce métier ait pas de sens. Tu dis que tu Et étais donc, anxieux, je t'interromps, excuse-moi, mais ouais. tu dis que tu étais anxieux. Est-ce que tu saurais, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu sais pointer du doigt l'origine de cette anxiété? Bon, je pense que l'origine de cette anxiété, c'est malheureusement la même pour beaucoup de lycéens et de collégiens. C'est qu'on nous apprend pas à nous connaître. L'école est pas pensée pour ça aujourd'hui. Euh, L'école, comme l'explique très bien Ken Robinson dans sa conférence TED, elle a été pensée sur le modèle de l'usine. Donc on fait rentrer des matières premières et on a un produit fini à la fin. Et ce qui fait que il y a un décalage fort entre la structure de notre apprentissage et la, la recherche de notre épanouissement, qui passe par se connaître, se rencontrer, faire l'expérience de soi, savoir ce qui nous anime et aller le chercher et aller le mettre à fond dans son quotidien. Euh, et heureusement, il y a beaucoup de professeurs à l'éducation nationale qui font ce travail-là de par eux-mêmes, en dehors des programmes, et ça c'est génial, il faut les saluer, les remercier énormément, mais voilà, je pense que moi, mon anxiété venait de là, et ayant des parents qui avaient chacun eu des parcours très spécifiques, moi ma mère était artiste de cirque pendant 10 ans, elle était trapéziste aérienne,
mon père est psychiatre et psychanalyste, et quand même, tu vois, mes parents, c'est deux obsessionnels de leur sujet, mais du coup, ils connaissaient que ce sujet-là. Hmm. Et pour différentes raisons, je me voyais ni aller d'un côté ni de l'autre. Donc le reste, pour moi, c'était le trou noir. J'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire dans sa vie, par ces deux voies assez spécifiques. Ok, donc tu découvres à 19 ans que t'aimes l'enseignement et que t'es bon pour ça et qu'en plus il y a un besoin. Qu'est-ce qui t'a orienté vers le sujet entrepreneurial? Alors voilà, c'est que je suis devenu déjà entrepreneur sans savoir que je l'étais. C'est-à-dire que je commence à donner beaucoup de cours, je commence à lire des livres sur la pédagogie, Montessori, Steiner, je commence à euh, vraiment rechercher tous les films, tous les podcasts qui puissent exister sur l'éducation. Et je commence à donner des cours à distance. En octobre 2010, je donne mon premier cours sur Skype. Et je me dis, mais ça doit exister un service d'enseignement en ligne, d'apprentissage à distance. Ça a l'air évident. Ça n'existait pas à l'époque. Je Hmm. cherche sur Google, ça n'existe pas. Et ouais, je me dis, il faut lancer un projet sur ça. Et je crée une entreprise, mais je me rappelle vraiment très fortement de ce moment. C'était 6 mois ou un an après la création de cette entreprise, où je découvre le terme entrepreneur, ce qui semble bizarre, hein, tu vois. Mais en fait, j'étais tellement dans ma bulle sur l'éducation, sur montrer que l'éducation en ligne ça fonctionnait, que j'avais même pas mis le mot entrepreneur dessus. Et puis là, on est sur le démarrage de Live Mentor, mais un démarrage où l'angle, le positionnement, c'est un positionnement sur le soutien scolaire. Et on va faire ça pendant plusieurs années, jusqu'en 2016, où là, je décide de pivoter l'entreprise et de commencer à créer des formations pour des micro-entrepreneurs, des indépendants, des personnes qui veulent monter leur projet, mais pas des personnes de l'univers startup. Et à ce moment-là, je prends conscience qu'il y a vraiment 99% des entrepreneurs en France qui ne se retrouvent pas dans ce terme de startup, dans cette littérature startup qui est très abondante. Et il faut faire quelque chose pour rééquilibrer. Ça a été quoi le tournant qui t'a fait justement ce tournant en 2016? Est-ce qu'il y a eu un événement, une rencontre, quelque chose qui t'a fait faire ce pivot-là? Ouais, il y a eu une série d'événements, mais premièrement, je crois que le plus important, ça a été mon déclic personnel. Moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais pas d'entrepreneur à côté de moi. Et ma référence, c'était le film sur l'histoire de Facebook, The Social Network. Ouais, Social Network. Et dans ce film, ce qui est décrit, c'est la start-up, quoi. Hmm. Et j'étais vraiment convaincu que c'était ça le chemin à suivre. Et je me souviens de postuler pour des incubateurs à Londres, à New York, de faire des présentations pour des investisseurs à New York. Je me suis retrouvé au 47e étage d'une tour à New York, face à la personne qui avait financé Instagram et qui Excellent. me montrait d'ailleurs par la fenêtre sa piscine à débordement parce qu'il y avait son appart qui était visible. Et, euh, et au bout de quelques années, je me suis complètement épuisé dans ce jeu-là et je me suis rendu compte que c'était pas ma vision de la réussite. C'est quoi ta vision de la Euh, réussite alors? Normalement, on et commence par ta alors, vision de la liberté, mais on peut ouais. aller sur la réussite. Mais en fait, justement, je me suis rendu compte que euh, cet écosystème des startups était quand même majoritairement, il faut toujours nuancer, mais majoritairement tiré autour de ces notions de croissance, d'hypercroissance, de levée de fonds, de faire un produit qui est utilisé partout dans le monde. Et que moi, j'avais beaucoup plus une âme d'artisan. Je préférais construire les choses pas à pas, tranquillement, passer beaucoup de temps sur le produit, passer beaucoup de temps sur le lien avec la communauté. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais à côté des entrepreneurs start-up, il y a tout le reste des entrepreneurs. Et je préfère mettre mon projet au service de ces personnes-là. Ok.
Normalement, on commence par une question sur la vision de la liberté, puisque le podcast est consacré au sujet de la liberté, mais on a vite dévié. Mais est-ce que tu peux me partager maintenant, puisque tu as parlé justement de ta vision de la réussite, est-ce que tu peux nous partager quelle est ta vision de la liberté? Alors la liberté, ça a été ma valeur cardinale pendant des années. D'ailleurs, est-ce que j'ai peut-être un truc qui pourrait être rigolo. Attends, je regarde si j'ai quelque chose sur mon bureau. C'était pas prévu. Je regarde. Est-ce que j'ai quelque chose? Il va y Ah avoir non, un malheureusement. artefact là qui va sortir. Ah, c'est dommage, je l'ai pas. Alors, en fait, ce que j'étais en train d'essayer de chercher, c'est un jeu de tarot de Marseille. Je sais pas si tu connais cet outil, le tarot de Dans le Marseille, principe, ouais. en principe. Donc, en fait, tu as différentes arcanes, tu as différentes figures dans le tarot de Marseille. Tu en as une, c'est l'arcane numéro un, c'est le mat, qui représente la liberté, justement. Et donc, ça représente quoi? Le mat, on voit un bonhomme qui a un sac à dos, un petit baluchon plutôt, et qui part à l'aventure, qui a un chat, un chien, un animal qui le pousse au niveau des fesses. Et puis, il regarde pas vraiment où il va, mais il se met en action. Et ça, c'est je trouve une très belle représentation de la liberté. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat très jeune, j'étais encore étudiant, la liberté, c'était ma valeur cardinale. Je voulais travailler quand je le souhaitais, je voulais travailler très tard le soir si j'avais envie, très tôt le matin, je voulais travailler depuis mon lit si j'avais envie, je voulais m'habiller comme je voulais choisir ce sur quoi j'allais bosser, je voulais euh, pouvoir rencontrer telle ou telle personne. J'avais une peur extrême d'être enfermé. Une peur extrême qu'on me dise quoi faire, une peur extrême d'être bridé. À l'époque, je connaissais pas d'ailleurs mon tempérament hyperactif, mais bon, maintenant il y a pas mal de choses que je comprends a posteriori. Hein. Et donc cette valeur de liberté, elle m'a vraiment porté sur mes premières années d'entrepreneur. Je l'ai remplacée il y a quelques années maintenant, à peu près au moment du Covid, par une autre valeur qui est plus importante pour moi aujourd'hui, qui est l'amour, et qui est une valeur aussi, enfin, aussi profonde, l'amour du travail qu'on fait, l'amour du lien avec les autres, l'amour dans les relations qu'on a en dehors du travail. Et je me suis rendu compte que à trop chercher la liberté, je mettais en péril c'est la puissance de ces liens d'amour avec différentes personnes. Donc il y a eu une bascule dans le système de valeurs et en fait je pense qu'il n'y a pas une valeur en soi qui est meilleure qu'une autre. Il y a la valeur qu'on décide de prendre à un moment donné de notre vie et de nos projets. Et moi peut-être que ça réévoluera. La valeur liberté reste une valeur très importante évidemment. Je ne la renie pas du tout aujourd'hui. Mais voilà la transition que j'ai opérée. Ok, et justement, dans quelles circonstances ça a failli justement porter préjudice à tes relations? Le fait que cette Bah, valeur soit aussi en fait, prépondérante dans ton système? en fait, très simplement, pendant des années, je pensais tellement à mon entreprise et je pensais tellement à mes projets que j'ai négligé énormément euh, certaines relations autour de moi, des relations familiales, des relations amicales, une relation sentimentale, euh, et, et j'ai compris voilà, à un moment que j'allais dans le mur si je ne changeais pas certaines choses. Et j'ai aussi, je pense, eu la chance de rencontrer certains entrepreneurs qui ont extrêmement bien réussi, qui ont atteint des niveaux de liberté hallucinants à certains égards, liberté dans leur champ d'action, liberté financière aussi, des personnes que j'ai rencontrées qui ont vendu leur entreprise plusieurs dizaines de millions d'euros et qui te disent, je me sens terriblement seul, Hmm. je me sens mais extrêmement seul et je regrette d'avoir autant bossé, autant travaillé. Si c'était à refaire, je ferais les choses différemment. Hmm. Ça fait partie des 5 regrets, des cinq regrets les Et, plus fréquents des personnes en fin de vie. Si tu connais la ouais. ref, on en a parlé avec Laura Mabille sur un autre épisode. Et effectivement, c'est un des regrets, c'est d'avoir trop bossé. Oui, là tu fais référence, je crois, à cette infirmière australienne
Tout à fait. qui a publié un livre sur les regrets des personnes en fin de vie. Tout à fait. Ok, donc toi, tu te rends compte que justement cette prépondérance de la liberté est en train de te porter préjudice et tu fais un shift, dans ton système de valeurs. Absolument. Est-ce qu'il y a un sujet du moment dont tu aimerais parler? Bah écoute, on enregistre cet épisode au milieu d'une crise politique en France, donc Bah, on peut en parler. c'est c'est dur de pas penser à ça. Non, mais écoute, moi donc pour je sais pas quand les auditeurs de ton podcast tomberont sur cet épisode, mais donc on enregistre cet épisode alors que le président français vient d'annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais, on tourne cet épisode le 14 juin et la dissolution a été annoncée le 9, si je ne me trompe pas. Et donc il y a des nouveaux, deux tours d'élection qui vont arriver. Moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire que les entrepreneurs ont une responsabilité politique. Donc là, mon point, c'est pas de dire de voter pour l'un ou pour l'autre, etc. C'est simplement de dire attention, il y a une partie de la culture entrepreneuriale qui va, à mon sens, dans la mauvaise direction. Une partie de la culture entrepreneuriale en France qui pense que la politique, ça ne sert à rien, qui pense que la vie politique, ça ne sert à rien, qui pense qu'il faut mieux se concentrer sur son projet, sur soi, sur son entreprise, et puis c'est tout. Et je pense que c'est une énorme erreur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que quand des entrepreneurs s'expriment sur les sujets politiques, c'est le MEDEF. Mais le MEDEF, c'est qu'une infime partie de l'entrepreneuriat en France. Le MEDEF, pardon, c'est un syndicat avec des très grandes entreprises. Mais l'immense majorité des entrepreneurs en France, c'est des indépendants. Personnes sont micro-entrepreneurs, EURL, SASU, etc. Et je pense qu'il est vraiment essentiel qu'en tant que personne à son compte ou dirigeant d'entreprise, on s'implique, et il y a plein de manières différentes de s'impliquer, il y a le vote, mais il y en a aussi d'autres, dans la vie politique de la cité. On peut s'engager au niveau régional, local, national, on peut faire plein de manières différentes, mais c'est essentiel parce que sinon, on passe sous silence cette partie de la population. Si tu regardes par exemple la dernière réforme des retraites, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'elle a été énormément médiatisée, cette réforme des retraites, et on a parlé de quoi? De l'âge de départ à la retraite, on a parlé des métiers pénibles, on a parlé des cotisations, mais moi j'ai quasiment jamais entendu parler de la retraite des indépendants, de la retraite des micro-entrepreneurs. Et c'est fou quand on y pense. Alors que c'est des millions de personnes et ça va faire que augmenter. Il y a, je rappelle, plus d'1 million de personnes qui créent leur entreprise en France chaque année maintenant. Donc, D'ailleurs, il y a un vrai sujet. Il y a eu un rapport du Sénat au sujet des retraites des personnes qui utilisent beaucoup le régime de la micro-entreprise, qui était à la base, qui avait été créé par Sarkozy pour faire des compléments de revenus, qui a été après dévoyé compte tenu des problématiques qu'on connaît sur le régime du salarié en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'indépendants qui utilisent ce statut pour faire une activité à plein temps. Or, absolument. elle est très précaire. Comme c'est un statut qui est très précaire, avec très très peu de couverture sociale et pas de retraite. Exactement. Et on va avoir une crise de la retraite des micro-entrepreneurs bientôt. C'est sûr et certain. Et je vois que tu suis extrêmement bien l'actualité et bravo à toi parce que je vraiment malheureusement je regrette ce mouvement d'entrepreneurs qui restent dans leur bulle et ça me semble pas être la bonne direction. Ouais, bon retardement social. Et effectivement, si vous écoutez cet épisode et que vous êtes à 100% en freelance sur une micro-entreprise, il faut que vous commenciez à vous soucier en fait. Alors je dis pas ça pour vous inquiéter, mais il faut que vous commenciez à vous soucier en fait
de vos vieux jours entre guillemets, ou en tout cas de Bien sûr. l'après micro-entreprise, et c'est un petit peu de pérenniser tout ça. Mais en fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut évidemment prendre sa responsabilité individuelle et se dire comment est-ce que je construis ma propre sécurité, mon patrimoine, etc. Et là-dessus, toi, tu donnes des conseils qui sont super précieux pour tout le monde. Et ça n'empêche pas à côté de s'interroger sur euh, nos élus, les partis politiques, leurs programmes, et à un niveau, encore une fois, local, régional, micro-local, etc., de prendre la parole. Le fait est que la problématique des entrepreneurs, c'est que ils peuvent difficilement parler d'une seule voix, puisque tu vois, les entrepreneurs de manière générale, c'est loin d'être un corps homogène, surtout au niveau idéologique, parce que tu vas avoir des personnes qui sont de gauche, des personnes de droite, des personnes du milieu, des personnes avec peu d'idéologie, et en fait, ce sera assez compliqué de, tu vois, de nous fédérer sous une même bannière. Alors c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr que l'idée d'un mouvement national regroupant tous les entrepreneurs, elle est utopique. Par contre, tu peux créer des syndicats, tu peux créer des sous-mouvements, tu peux créer des choses au niveau local. Tu peux avoir plein de nuances de gris dans tes capacités d'action. Donc en 2016, tu voulais poursuivre sur le sujet politique? Non, écoute, moi, c'est tout bon, hein. Non, mais si t'as encore des choses à dire, c'est avec grand plaisir. Bah, allez voter, voilà, c'est tout simplement. Ok, allez voter et bougez-vous et prenez conscience des sujets de la police, effectivement, police avec un S, dans laquelle vous vivez. Et c'est vrai que la mouvance, tu vois, des entrepreneurs qui partent à Dubaï, etc. Moi, c'est quelque chose qui Mm, me chagrine au bas mot, on va mm. dire, pour être, tu vois, être vraiment Poli. sympa. Ouais, pour être poli, voire qui me dégoûte un petit peu, parce que Mm, au final, tu vois, tu peux te dire oui, mais on paye trop d'impôts, oui, mais ceci, oui, mais cela. Au final, tu vois, on a quand même reçu une éducation. Bah, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a quand même été transmise. Tu sors de chez toi, il y a des réseaux qui tiennent la route. Tu vois, c'est un pays qui tient la route globalement, mm, surtout quand tu mm, voyages et que tu vois comment ça fonctionne ailleurs. mm. Donc, bah, se barrer à Dubaï parce que tu vas payer un petit peu moins d'impôts, je trouve ça Mm. un petit peu pathétique, mais c'est mon avis. On le partage. Donc en 2016, tu pivotes et tu te décides à te lancer sur la formation des entrepreneurs. Là, à ce moment-là, enfin, quels ont été les challenges auxquels tu as dû faire face? Alors, il y en a eu plusieurs. Et- il y en a trois principaux. Le premier, ça a été de construire un modèle pédagogique efficace et à l'échelle. Donc moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est mettre de l'accompagnement individuel, de la personnalisation dans l'apprentissage. Je crois à la puissance du mentor, je crois à la puissance de l'enseignant, je crois à la puissance du formateur, je crois à la puissance de la personne qui te prend par la main, qui t'écoute, qui te guide, etc. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu. En 2016, c'était vraiment pas le cas dans le vaste monde des formations en ligne. Le problème, c'est de passer à l'échelle cet accompagnement. Et donc, il a fallu apprendre à recruter des entrepreneurs qui avaient envie, en complément de leur activité, d'avoir ce rôle de mentor. Il a fallu les former, il a fallu écrire le livre dont tu parlais, la méthode Live Mentor, qui résume notre manière d'accompagner les créateurs, des créatrices d'entreprise pour que tous les mentors aient un socle commun, une référence de pédagogie. Il a fallu créer une équipe en interne de mentors référents qui accompagnent les mentors et les font monter en compétences. Ça a été un défi qui a mis trois années, hein, quasiment, tu vois, à être relevé. Et comment tu as réussi? C'était quoi ta méthode? Alors, il y a eu l'écriture du livre, il y a eu la création de l'équipe en interne dont je parlais, les mentors référents, il y a eu la mise en place de systèmes pour faire du feedback très régulier, il y a eu la mise en place de points de formation pour tous les mentors. Voilà, c'est vraiment en fait
un bel exemple de projet où il n'y a pas de solution miracle, mais tu as une vision à long terme et tu mets en place plein de petites choses au fil du temps et tu dois accepter la patience, tu dois accepter que ça va prendre du temps. Mais aujourd'hui, par exemple, le NPS de Live Mentor est à 62, ce qui est un score très très élevé pour un NPS, surtout dans le monde des formations. Ça veut dire quoi NPS, juste pour les... Le NPS, c'est un score de satisfaction, un score de qualité tu sais, quand vous utilisez un service et qu'on vous dit de 1 à 10 à combien êtes-vous prêt à recommander ce produit ou ce service, vous mettez une note. Et puis après, cette note, elle est rebasculée sur un barème qui peut être négatif et qui peut monter jusqu'à 100. Et 60, déjà quand tu es au-dessus de 40, c'est un très bon score de NPS. Et 60, c'est vraiment un score d'excellence, mais qui nous a été le résultat, encore une fois, de plusieurs années de travail acharné. Hein. Ça a été très 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 dur. Justement, tu dis que ça a été très très dur. Ça a été quoi la partie la plus difficile justement dans cette structuration? Je dirais que la plus difficile, ça a été de garder l'accompagnement tel qu'on souhaitait le faire, parce que ça aurait été facile d'enlever de l'accompagnement, ça aurait été facile de tout standardiser, ça aurait été facile de mettre des protocoles partout. Mais non, en fait, nous, on voulait qu'il y ait encore cette notion de projet, partir du projet de la personne qui suit la formation. Quel est son projet? Quels sont ses enjeux? On a par exemple créé une fonctionnalité qui s'appelle la fiche de suivi. Donc la fiche de suivi, c'est une interface via laquelle, à laquelle tu as accès quand tu fais une formation chez nous et qui te permet de noter des tâches et des objectifs avec ton mentor et d'avoir vraiment une feuille de route qui est 100% personnalisée. Elle dépend que de toi. Donc ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, comment tu adresses des publics d'entrepreneurs très différents, des thérapeutes, des restaurateurs, des freelances, des e-commerçants, des commerces de proximité. Les compétences peuvent être les mêmes, les compétences à acquérir, la communication en ligne, la vente, mais il y a des spécificités super fortes. Et donc, on a dû créer des formations complètes sur le sujet. Aujourd'hui, on a une formation complète, ouvrir son restaurant, une formation complète, ouvrir un commerce de proximité. Et on voit bien que c'était un travail qui était absolument essentiel. Et après, troisième enjeu, comment tu passes d'une entreprise avec quelques salariés à une entreprise de quasiment 100 salariés, 150 mentors en freelance? Comment tu fais vivre cette équipe? Ça, c'est un enjeu énorme qui est la transition d'entrepreneur à dirigeant. Qui est pas une transition facile du tout. Alors j'ai deux questions à ce sujet. Justement, c'est une entreprise qui est à distance ou c'est une entreprise où vous avez des murs et vous vous retrouvez tous les jours? Les deux, c'est une entreprise avec 3 bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Tu as environ 65 personnes de l'équipe qui vont dans ces bureaux au quotidien et le reste des personnes sont en télétravail et viennent au bureau de temps en temps et on réunit toute l'équipe une fois par an lors d'un séminaire. Et outre ce séminaire avec toute l'équipe, on fait des séminaires spécifiques à certaines équipes dans la grande équipe. Ok, ça marche. Et justement, cette transition de... tu m'as dit, c'est Entrepreneur à dirigeant. D'entrepreneur à dirigeant, justement, comment tu l'as faite et quels ont été tes principaux challenges aussi sur cette transition? Il y a eu plein de challenges, hein. Ça a pris beaucoup de temps parce que déjà, moi, je n'ai jamais été salarié avant. Donc, je n'ai jamais eu d'exemple de manager. Je n'ai jamais été manager moi-même avant de l'être au sein de ma propre boîte. Donc, je ne savais pas comment recruter quelqu'un. Je ne savais pas comment faire monter quelqu'un en compétences. Je ne savais pas comment structurer une fiche de poste. Je savais pas grand-chose pour résumer. Et j'avais en plus un biais à vouloir tout faire moi-même. J'avais un caractère obsessionnel du détail. J'étais la conséquence de mes premières années d'entrepreneur où il fallait bien tout faire soi-même. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Plein, pendant des années. Les pires, c'était quoi? Je dirais que celle dont tu te rappelles. Ah non, mais je me rappelle de toutes, malheureusement, mais
Je pense que la pire, ça a été, enfin les pires. Allez, 3 pires. Première erreur, j'avais pas compris la notion de lien avec les équipes. Je pensais qu'il fallait parler que de travail. J'avais pas compris que passer une très bonne soirée en équipe, ça pouvait vraiment régler plein de problèmes et ça pouvait en plus être un moment super sympa. Deuxième erreur, euh, essayer de suivre tous les projets soi-même. C'est impossible à un certain stade de développement. Troisième erreur, ne pas être clair sur ma zone de génie à moi. Et donc m'épuiser sur des tâches, sur des missions où je suis pas bon et où, je vais perdre du temps à la boîte et puis deux, je me fais beaucoup de mal à moi-même. Hmm. Donc ça a été un long chemin. Je me suis fait heureusement beaucoup aider par des coachs, par des lectures, par des discussions avec des pairs entrepreneurs. Et heureusement, j'ai trouvé quelques solutions. Et, mais ça n'a pas été facile. C'était quoi les ressources qui t'ont le plus aidé justement dans cette transition? Donc tu m'as dit, t'as eu des coachs, t'as lu Alors, des bouquins, t'as fait, je sais pas quoi ouais. d'autre, mais est-ce, est-ce qu'aujourd'hui Alors, avec le recul, il y a vraiment des choses où tu dis ouais, ça a été vraiment une grosse aide. ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé le livre d'un coach qui s'appelle Régis Medina et qui s'appelle La stratégie Lean vers un modèle de croissance éprouvé. Ça, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui explique comment créer une culture de l'apprentissage au sein des équipes, comment identifier les problèmes, comment suivre les flux avec des outils qu'on appelle les Kanban. Donc, c'est une stratégie qui, à la base, a été mise en place, inventée dans l'entreprise japonaise Toyota. Alors là, il y a eu un vrai déclic. Il y a aussi eu un autre vrai déclic quand un de mes employés, qui s'appelle Valentin, mais qui n'est plus dans l'entreprise aujourd'hui, qui est devenu lui-même entrepreneur, euh, m'a envoyé un article d'un entraîneur de basket qui s'appelle Phil Jackson, si je dis pas de bêtises, qui a publié un livre qui s'appelle Eleven Rings, 11 anneaux. C'était l'entraîneur de basket de super équipes, je crois, les Chicago Bulls ou les Los Angeles Lakers. Enfin, il a fait des super équipes et puis il a gagné 11 fois le championnat. Et dans cet article, Phil Jackson racontait comment il a mis en place des stratégies de management vraiment originales, comme faire méditer ses équipes avant l'entraînement ou comment inviter les joueurs et leurs femmes, leurs familles à des repas après chaque match qui ait eu victoire ou défaite. Donc, tu vois, les moments perso. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, on va organiser des soirées. Et ça a été génial et ça reste des moments fantastiques à chaque fois voilà, qu'il y a une soirée chez Live Mentor, je me rends compte que c'est des très beaux moments. Donc, voilà, ça a été des belles inspirations. Et puis ensuite, il y a le travail sur moi. Donc, comprendre mon logiciel interne, comprendre mon fonctionnement, comprendre ma zone de génie, ça a eu un impact majeur. Parce qu'à cet âge-là, justement dans cette transition, t'avais quel âge? Je dirais que j'ai commencé à comprendre un peu mon logiciel interne il y a 4 ans, donc à 31 ans. Ouais, J'ai 35 ans aujourd'hui. ok. Tu Parce que vois. cette transition que t'as dû faire, Mm. en fait, elle t'a été un peu imposée quelque part par les circonstances. Et, Oui, t'avais quel âge quand les premières difficultés, cette nécessité de dès le changer début, hein. est apparue? Bon, Comment? très vite, hein, dès le début, en fait, dès les premières années, moi, mes premières années d'entrepreneur, j'étais pas du tout heureux. C'est très simple, hein. Les Parce que cinq tu te six connaissais pas et que tu t'imposais parce des que je trucs me dans lesquels connaissais t'étais pas bon? pas, parce que je m'imposais des choses qui servaient à rien, parce que j'entreprenais à un endroit qui était pas facile pour moi, qui était pas fluide. Voilà, j'étais pas du tout là où je devais être, hein. Hmm. Et si aujourd'hui, justement, des personnes écoutent cet épisode et sont dans cette situation, tu vois, elles se disent, ah putain, moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre,
je me galère, je bosse 15 heures par jour, ce qui est le cas de pas mal d'indépendants, surtout en phase de lancement. Je m'épuise sur des tâches dans lesquelles je suis pas super bon. Mm. Mm. Quels sont les conseils actionnables que tu leur donnerais justement Mm. puisque tu as fait ce chemin? Oui, moi j'aime vraiment beaucoup le livre de Fabrice Midal, qui est un philosophe français, auteur de livres très connus comme notamment Foutez-vous la paix. Et moi, mon livre préféré chez lui s'appelle Les cinq portes. Et dans ce livre, Fabrice, qui pourtant ne mentionne jamais le mot entrepreneur dans ce livre, ne parle pas de création d'entreprise, mais dans ce livre, il donne différents outils pour se connaître, pour se découvrir, qui sont d'une justesse vraiment puissante. Et j'ai adoré la lecture de ce livre. Je connaissais pas Fabrice personnellement à l'époque, et j'ai tellement adoré son livre que j'ai commencé à l'utiliser quand j'accompagnais certains entrepreneurs lors de séminaires, lors de retraites, lors de mastermind. J'ai vu les résultats, j'ai contacté Fabrice et je lui ai dit, tu as fait quelque chose de puissant pour les personnes qui sont à leur compte. Ça l'a beaucoup touché au point où on a créé ensemble une formation qui s'appelle les 5 portes de l'entrepreneur et qui est aujourd'hui en ligne sur le site de Live Mentor, qui est une formation courte, tu vois, de quelques heures, mais qui permet de comprendre ce modèle des 5 portes, de savoir si on est plus animé par le bonheur de la clarté, le bonheur de la relation avec les autres, le bonheur de l'action, le bonheur de la complétude. Et en fonction de ce qu'on découvre, on peut ajuster son quotidien d'entrepreneur, son calendrier, ses relations à l'autre, sa stratégie même de communication. Et c'est super beau de voir les retours des personnes qui suivent cette formation. Il y en a beaucoup parce que on a voulu que la formation soit très accessible possible, donc elle coûte moins de 100 euros. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui l'ont suivie et ça permet du coup d'accumuler des retours d'entrepreneurs qui disent je comprends enfin pourquoi je réagis comme ça à telle situation, je comprends enfin un peu mon mode de fonctionnement, je vais ajuster. Ok, parfait. Donc ça, ce serait justement un moyen pour les personnes qui galèrent éventuellement de commencer à sortir la tête de l'eau, on va dire. Complètement. Et je rajouterais à ça les besoins physiologiques. En fait, moi, plus les années avancent, plus je me rends compte que on peut raconter ce qu'on veut sur la stratégie, sur les, les, les bonnes manières d'entreprendre, mais si on n'a pas un bon sommeil, si on n'a pas une nutrition qui nous donne de l'énergie et non pas nous en enlève, si on n'a pas une vraie pratique du mouvement au quotidien, et notamment de la marche, le compteur est à zéro. Et aujourd'hui, c'est fou de voir les dernières recherches scientifiques qui prouvent à quel point ces trois domaines, sommeil, nutrition, mouvement, impactent notre santé physique et notre santé mentale. Ça a un impact direct sur notre créativité. Ça a un impact direct sur notre productivité. Ça a un impact direct sur notre lucidité. Il faut absolument écouter son corps. Le burn-out, d'ailleurs, c'est un moment où le corps te dit stop. C'est un moment où le corps te dit là, j'en peux plus. Et en fait, avant le burn-out, il faut tout faire pour ne pas y arriver. Il y a des signes annonciateurs et il y a des échos qu'on peut entendre de la part de notre corps. Est-ce que j'ai du mal à m'endormir? Est-ce que j'ai du mal à me réveiller? Comment je me sens après avoir mangé, etc., etc. Et ça c'est vraiment des domaines que j'ai eu la chance de découvrir ces 3 dernières années aux côtés d'experts de la santé qui m'ont beaucoup appris et qui sont d'une profondeur mais absolue, absolue, absolue. Je regrette d'avoir mis le nez là-dedans si tard, mais bon, Il est jamais trop tard pour bien il est faire. jamais trop tard, il est jamais trop tard. Mais effectivement, quand on est à son compte, ou enfin, ouais, on peut avoir tendance à bosser énormément en se disant il faut que je charbonne, il faut que je charbonne, et en fait à se coucher sur les barbelés pour pouvoir laisser passer la progression de son entreprise. Mais quand on arrive à atteindre un certain stade où on s'est trop négligé, bah en fait tu tombes dans un trou duquel il est difficile de ressortir. Ouais, très très difficile. C'est que toi tu l'as vécu, moi je l'ai expérimenté dans une certaine mesure où c'est, enfin, Okay. quand tu commences à toucher un certain fond, Mm. c'est
ça prend de très nombreux mois, voire des années. Il y a des personnes qui, d'un burn-out vraiment sévère, Oui. ne se remettent jamais vraiment. Enfin, moi, j'en ai vu des gens qui étaient marqués, on aurait dit qu'ils Mm. avaient été alcooliques, enfin, qui étaient vraiment, ça n'allait pas, quoi. Ah oui, c'est un vrai effondrement. Mm. Et c'est là où il faut avoir une approche qui est une approche préventive. Il faut se dire, il y a pas des personnes qui sont sujettes à des burn-out plus que d'autres. On est tous vulnérables et fragiles, mais on peut tous aussi se renforcer au quotidien, se protéger au quotidien. Donc faut vraiment avoir de plus en plus de garde-fous, de piliers, de bonnes habitudes qui font des différences folles grâce à l'effet cumulé. Toi, qu'est-ce que t'as appliqué justement comme méthode? Pour Alors toi-même, là, hein, là, j'entends. alors là, ça pourrait faire un podcast entier. Alors déjà en préambule, évidemment, c'est vraiment une alchimie personnelle à trouver. Donc là, je vais partager ce qui marche pour moi. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde. Ça ne marche pas du tout pour tout le monde. Donc j'invite chacun à vraiment aller chercher sa recette à lui ou à elle. Par itération ou est-ce que, enfin, justement, tu dis aller chercher sa recette? Itération, Ouais. lecture, ressources. Moi, j'ai la chance de travailler avec un podcast qui s'appelle Métamorphose, qui est un podcast de référence sur les sujets de santé, de spiritualité, avec plein d'experts qui passent au micro et qui m'ont beaucoup appris. Je peux mentionner notamment les travaux d'Anthony Berthou, Berthou, qui a publié des bouquins exceptionnels sur la nutrition et la micronutrition. Euh, mais pour te répondre, en tout cas, ce qui fonctionne pour moi, c'est minimum 8 heures de sommeil par jour. Quand je fais 9 heures, c'est fantastique, je me sens super bien. Donc pour avoir ce niveau de sommeil, pas d'écran, 30 minutes, 45 minutes avant de dormir, de la lecture, de livres fiction, avoir mangé plutôt 3 heures voire 4 heures avant de dormir, essayer de se réveiller sans réveil euh, naturellement. Je bois aussi beaucoup d'eau, je bois de l'eau filtrée avec une gourde OCO, OKO. Je bois entre 2 et 4 litres d'eau par jour. Euh, J'essaye dans voilà la chambre dans laquelle je dors d'avoir la chambre la plus noire possible, la plus propice pour s'endormir. Euh, la nutrition, moi j'ai arrêté l'alcool il y a 3 ans, je ne mange plus de viande également depuis 3 ans. J'essaye d'avoir une alimentation la plus locale possible avec beaucoup de légumes et avec beaucoup de protéines. Les protéines sont essentielles pour plein de raisons, mais notamment quand on fait du sport pour la récupération musculaire. Euh, et donc je combine des protéines végétales ensemble pour avoir la chaîne complète d'acides aminés, protéines de soja, protéines de pois, protéines tofu, tempeh, etc. Enfin, on peut en trouver dans des lentilles, évidemment, des oléagineux. Et puis le mouvement, alors le mouvement ça c'est essentiel. Donc moi je me suis mis en combat sur ce sujet. Je pense qu'on est une société qui est en train de devenir complètement sédentaire. Je sais pas si tu as vu le film Wall-E. Non. Donc c'est un film où c'est l'histoire d'un petit robot dans l'espace qui est sur une Ah, planète dans mais oui, laquelle oui, de la Pixar. Terre, le Pixar absolument, la Oui. Terre envoie des déchets sur cette planète et puis lui il trie les déchets et puis à un moment il réussit à s'échapper de la planète et il découvre que les humains existent encore mais ils sont dans une navette spatiale et ils sont énormes, ils sont tous obèses et surtout ils n'osent plus sortir d'une sorte de fauteuil méga technologique qui couvre tous leurs besoins. On est en train d'aller droit vers ça parce que notre travail est sédentaire, notre consommation est sédentaire, on consomme avec notre téléphone, on se fait livrer. Nos loisirs sont sédentaires, on joue à la console, on regarde des films, on regarde sur Netflix, on va même plus au cinéma. Nos écoles sont pour la très grande majorité sédentaires aussi. Et donc on est tout le temps dans la position assise. Et c'est vrai que par exemple je fais ce podcast debout et que j'ai un bureau assis debout. Moi je me suis mis en quête il y a 3 ans d'avoir le maximum de mouvement dans ma vie. Donc tous mes rendez-vous professionnels, je les fais en marchant. Soit la personne est à côté de moi, on marche, soit on est à distance. C'est souvent le cas puisque maintenant j'habite dans les montagnes en Savoie, près de Chambéry. Et donc dans ce cas, je prends le téléphone et on est en train de marcher. Et je me suis rendu compte qu'il fallait déconstruire certaines croyances comme je dois être en visioconférence, on doit se voir, il faut qu'on utilise l'ordinateur en même temps. Non, en fait, ces croyances qu'on s'ajoute
sur la tête et on peut tout à fait faire 10 000, 15 000, 20 000 pas par jour. Donc voilà un peu dans les grandes lignes ce que j'ai mis en place pour ma santé. Et pour ceux qui sont en train de salle ou ceux qui sont en train de se dire, oh là là, mais c'est beaucoup, moi j'y arriverai jamais, etc. Commencez par un petit truc. Parce que Mm, tu vois, il y a pas longtemps, moi j'avais rencontré un nutritionniste et qui m'avait dit, mais aussi allez marcher. Et je mm, lui dis, mais il faut que je marche combien? Et il m'a dit, mais marcher, je m'en fous, marcher 1 mètre, quoi. Et en fait, ouais, commencer par quelque chose sera toujours mieux que ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire peu. ouais, Et en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui se disent, ouh là là, mais attends, si je pars, c'est du temps qui va être au détriment de mon activité, qui va être au détriment de ceci, au détriment de cela. Donc ouais. déjà, tu peux très bien allier les deux. Mais si ça vous effraie de vous dire, mais j'arriverai jamais à faire tous ces changements-là, commencez par un petit changement et ce petit Mm. changement va certainement entraîner après un cercle vertueux qui vous entraînera vers plus de changements bénéfiques. Ouais, complètement. Et après, c'est vraiment une exponentielle. Vous allez voir que la boule de neige devient avalanche. Vous avez dans votre corps des hormones qui vont s'activer, qui vont vous demander plus de marche, plus de force, plus de renforcement musculaire, plus de souplesse. Et vous allez ressentir vraiment cet appel du mouvement qui est extrêmement puissant et bénéfique. On commence à s'approcher de la fin de cet épisode. Aujourd'hui, Live Mentor, qu'est-ce que ça représente en termes de personnes, de chiffre de personnes accompagnées? Tu me dis que vous avez accompagné plus de 27 000 personnes depuis votre création, c'est ça? Mm. Donc Ouais. déjà bravo, parce que c'est vraiment une belle entreprise. Bah, merci. C'est quoi, comment tu vois l'avenir justement de Live Mentor? Alors, on a plusieurs projets. On a d'un côté de continuer d'enrichir notre catalogue de formations, donc avec des formations nouvelles sur certains métiers notamment, enfin certaines spécialités d'entrepreneurs. J'ai parlé des restaurants, des commerces de proximité, mais on pourrait imaginer une formation pour les artistes à leur compte, par exemple. Donc ça, c'est un premier chantier. Ensuite, on a un vrai chantier sur régler le problème de la première embauche pour les entrepreneurs. Parce que c'est pas facile de recruter ton premier CDI, ça coûte très cher. C'est pas facile de recruter ton premier CDD, c'est pas facile de trouver un bon freelance. Et on est en train de monter euh, quelque chose qui s'appelle l'apprentissage, qui te permet de recruter un apprenti dans ta boîte, qui a été formé par Live Mentor, quelqu'un qui ne veut pas devenir entrepreneur maintenant, mais qui a envie de bosser avec un entrepreneur, d'être dans son sillon, d'apprendre beaucoup, mais aussi d'apporter beaucoup il suivra une formation chez nous. Donc ça c'est tout nouveau et on est super emballé par ça parce qu'on voit vraiment que sur les 27 000 personnes qui sont passées par nos formations, une fois que l'entreprise elle tourne, elle est rentable, le problème c'est ça, c'est la première embauche à chaque fois. Et puis on s'intéresse aussi beaucoup à la notion de communauté. On s'intéresse à organiser des événements locaux plus fréquemment, en présentiel. On a lancé un annuaire qui permet de voir tous les entrepreneurs passer par Live Mentor près de chez toi avec une carte qui géolocalise. Donc, on a envie d'aller plus loin aussi dans cette direction-là. Ok, super. Je te souhaite que ça réussisse. Et l'avenir d'Alexandre? Alexandre, il sera où dans 10 ans, tu l'espères? Ah bah ça, écoute, je ne sais pas. Je me pose pas vraiment la question de ma vision à 10 ans. Je me laisse porter par les rencontres. La santé est devenue, comme tu l'as vu là, un sujet important pour moi et c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre, Entreprendre et surtout être heureux, pour euh, essayer de mettre la santé des entrepreneurs au cœur du débat. Euh, je pense que c'est un sujet d'une profondeur absolue, où plus tu creuses, plus tu sais que tu comprends rien. Euh, je, 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 je suis en train de commencer l'écriture d'un livre sur la sédentarité, justement. Est-ce que dans 10 ans, on sera une société où plus personne ne marche? Écoute, j'espère que non. J'espère que non. Est-ce qu'il y a... alors, tu as déjà donné pas mal. En général, j'aime bien demander des recommandations culturelles, mais tu en as déjà donné pas mal. À Ouais, commencer par Wall-E. À commencer ouais, par Wall-E. Après, il y tout a eu à des fait. recommandations de bouquins Ouais. dont on remettra les refs dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a ou un livre que tu as lu ou un film que tu as vu récemment qui t'a marqué? Alors pas forcément parce que tu vois, tu as eu une épiphanie et tu t'es dit ma vie va être changée, mais ça peut être juste une belle expérience que tu voudrais nous recommander.
Alors moi, on m'appelle un peu Wikipédia, hein, donc mes potes, ils se moquent de moi avec ça, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de ressources. Euh, alors, si ça t'intéresse déjà, dans notre magazine Odyssée, tous les 2 mois, on propose à toute l'équipe qui crée le magazine de donner une recommandation littéraire, artistique, culturelle, et donc on a fait un PDF qui regroupe toutes nos recommandations sur, je crois, plus d'un an et demi de magazine. Donc, je pourrais te passer le lien et voilà, les personnes qui s'intéressent peuvent trouver. Je crois qu'au total, il y a plusieurs dizaines, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une centaine, je sais pas, mais plusieurs dizaines de recommandations. Moi, un film que j'ai vu récemment, bah, je le revois régulièrement, mais je trouve que le documentaire sur Dune de Jodorowsky, la tentative de Jodorowsky, le réalisateur, de créer un film sur Dune, il n'a pas réussi. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mais il y a un documentaire sur sa tentative et vraiment génial. C'est Ok. extrêmement inspirant, puissant, magnifique démarche entrepreneuriale. Voilà. J'ai jamais entendu parler de ce documentaire, donc tu vois, ça c'est la reco que je vais aller suivre tout de suite. Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Certainement, et je n'y manquerai pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah écoute, merci à toi, hein. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super sympa. Avec grand plaisir. Et qui est-ce que tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast pour parler de cette thématique de la liberté? Je pense que Pierre David, qui est un coach avec lequel j'ai travaillé, Je l'ai eu la semaine dernière. ah tu l'as eu, d'accord. Ok. Ah mais il est vraiment top. Euh, Écoute, pourquoi pas. Ah, Chanty Bérel, qui a créé Chanty Biscuit. Et alors elle a vendu Chanty Biscuit, mais c'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup intéressé à la notion de liberté. Ou Sébastien Caron, qui a fondé Mapster, qui est un mec Ok. incroyable, vraiment incroyable, l'application Mapster. Sébastien Voilà. Caron. Ouais, je peux te faire une mise en relation avec les deux si tu veux. Je serai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Top. Alexandre, merci beaucoup d'avoir participé au podcast Spartacus. On vous partagera les ressources dont on a parlé en description. Je récupérerai, si tu veux bien, le PDF sur toutes les recommandations du magazine Odyssée. Et on te dit Allez, à très bientôt. génial, merci à toi. Ciao, ciao.